Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Quelles sont les limites des réponses face à la menace sécuritaire? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité, Mahamadou Diouara, directeur du cabinet Gaïa et Fatoumata Idrissa Maïga, chargé de programme paix et sécurité à Wildaf, membre du vivier PLF. Je suis Imrana Kilo Maïga. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ibrahim Maïga, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire au Mali? Merci beaucoup pour la question. Alors, la situation sécuritaire est caractérisée par la menace ou la persistance de la menace liée à l'action des groupes qu'on appelle groupes extrémistes violents, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la Katiba Massina en Sardine, et un groupe qui, depuis 2018, commence à monter en puissance, qui est l'État islamique au Grand Sahara, dirigé par Abou Walid al-Sahraoui. Donc la situation continue malheureusement à se détériorer sur le terrain, malgré parfois les discours encourageants et pleins d'optimisme des chefs d'État, dont la dernière illustration a été donnée au sommet du G5 Sahel, à Nouakchott, qui s'est tenu hier, où les chefs d'État, tout en reconnaissant les défis auxquels les pays continuent de faire face, ont quand même salué les avancées et les progrès significatifs qui ont été enregistrés au cours de ces derniers mois. Nous allons y arriver tout à l'heure. Alors, Madame Fatoumata Idrissa Maïga, de votre côté, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire? Selon Ibrahim Maïga, la situation s'est détériorée. Ok, merci beaucoup. D'abord, je remercie Studio Tamani de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer. La situation sécuritaire, depuis 2012 à nos jours, on constate de plus en plus que la situation s'est détériorée encore. Au niveau du nord et maintenant au niveau du centre. Au centre, on constate beaucoup de groupes qui se forment. Et ça est dû au chômage des jeunes. Et ça affaiblit vraiment et ça joue sur la participation des femmes. D'accord. Mahamadou Diouara, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, y a-t-il une zone sécurisée au Mali? C'est intéressant comme question. Quand on regarde la carte sécuritaire, je pense que tout le Mali est soit rouge ou orange, d'après la carte du ministère des Affaires étrangères française. Mais en réalité, quand on regarde l'ensemble du territoire est sous la menace sécuritaire permanente, y compris Bamako. Peut-être les formes de menace ne sont pas les mêmes, les types d'acteurs qui animent cette menace ne sont pas les mêmes, que l'on soit dans le sud, dans les régions du sud qu'on considère relativement comme stables, notamment Bamako, on va dire le sud de la région de Ségou relativement, le sud de la région de... non, pas le sud, l'ouest de la région de Ségou, l'ouest de la région de Kaï et Sikasso et l'ouest de la région de Sikasso sont peut-être les zones dans lesquelles la forme de menace est légèrement différente du centre et un peu plus du nord. Même si la menace dans le centre et la menace dans les régions du nord, il y a des nuances entre les deux. Donc en un mot, aujourd'hui au Mali, la menace est présente partout. Les formes de la menace ne sont pas les mêmes, les types des acteurs ne sont pas les mêmes, la réponse ne peut donc pas être la même. Alors, quelles sont les parties les plus touchées dans ce cas? Comme je l'ai dit, toutes les parties sont touchées. Maintenant, quand on prend par exemple la menace terroriste, elle est beaucoup plus dense dans le centre du pays, principalement la région de Mopti. Et quand on prend la région de Ségou, on prend la bande allant de Massina jusqu'à Matomo pour descendre ensuite vers Benena jusqu'à Mafouné, vers la frontière du Burkina. On a les groupes terroristes qui sont en bande dans cette zone. Quand on prend la région de Mopti, ils sont présents presque partout, mais dans la zone de l'interfleuve et dans la zone inondée, il y a une présence encore plus intense. Et cette menace terroriste, elle cohabite avec le conflit intercommunautaire qui, dans certaines zones de la région,
de Mopti et aujourd'hui un petit peu dans la région de Ségou, eh bien, ces conflits-là sont intensifiés. Quand on part vers le nord du pays, il y a le narcotrafic avec son corollaire de règlement de comptes, d'assassinats ciblés qui se fait dans les régions, notamment à Gao par exemple, un peu à Tombouctou, dans les zones comme Menaka et Kidal. Souvent les belligérances entre des groupes armés sur le terrain qui contrôlent des territoires engendrent aussi des règlements de comptes. Et dans la ville, il y a l'absence de l'État qui facilite l'émergence d'une sorte de délinquance avec la prolifération exacerbée des armes de tout acabit avec des gens, donc qui font que l'insécurité dans une dimension multiforme est vraiment présente. D'accord. Maintenant, bon, voilà. Ok. Ibrahim Maïga, quel est le degré de gravité et de complicité de situation sécuritaire? Alors, je pense que Diawara a mentionné un élément qui est important, c'est le caractère multiforme de la menace et de l'insécurité au Mali. Et effectivement, quand on parle d'insécurité, tout le monde se sent en partie en insécurité, même ici à Bamako, quand vous interrogez les gens. La preuve, c'est que la sécurité apparaît comme étant le premier élément ou la première préoccupation des populations maliennes, toutes régions confondues. Cela étant, les formes de menaces ne sont évidemment pas les mêmes. Quand on parle d'insécurité dans le centre-ville de Gao ou de Bourem, ça ne renvoie pas à la même réalité que l'insécurité à Bamako, dans un quartier comme Kalabankoura ou Faladje. Ce n'est pas du tout la même forme d'insécurité. Diawara a mentionné également que l'insécurité est beaucoup plus vive dans le centre du pays, en particulier dans la région de Mopti. Je crois que si on prend la bande Nara jusqu'à Tessalit, on peut considérer que cette zone est réellement dans une phase de belligérance ouverte. On peut parler de conflit ouvert tout le long de cette zone parce que les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximum dans cette zone. Par contre, quand vous revenez un peu plus vers le sud, évidemment, les formes d'insécurité, comme je le disais, ne sont absolument pas les mêmes et la gravité, l'intensité de l'insécurité n'est pas la même. Dans la question que vous posiez, la complexité, on va dire, de la situation sécuritaire. Effectivement, le mot sécurité, il est intéressant, mais il ne permet pas nécessairement de faire comprendre ou d'illustrer la complexité ou la complexification aussi de la menace. Aujourd'hui, on a affaire à 3 formes d'insécurité, 3 problématiques majeures, qui s'imbriquent d'ailleurs. La première forme d'insécurité majeure, c'est la menace posée par les groupes extrémistes violents ou les groupes armés terroristes, comme on les appelle. Les attaques menées par ces groupes-là. La deuxième forme d'insécurité ou de violence qu'on observe, en particulier dans le centre du pays, c'est ce qu'il appelait les conflits intracommunautaires. Je pense qu'on peut les qualifier de conflits locaux, parce qu'ils provoquent des enjeux qui vont au-delà des communautés ou de l'aspect purement communautaire. Donc vous avez cette deuxième menace à la sécurité des populations. Qu'est-ce qui a favorisé ces différentes formes de menaces dont vous parlez? Alors, je vais terminer peut-être par la troisième catégorie avant de vous répondre. La troisième catégorie aujourd'hui de menaces à laquelle on est confronté, c'est ce qu'il appelait le narcotrafic. C'est vrai que c'est un acteur assez silencieux finalement. On entend très peu parler des attaques ou en tout cas des confrontations autour du narcotrafic, mais il y en a. Beaucoup de combats entre groupes armés parfois ou entre individus par le biais de groupes armés sont provoqués par les enjeux autour de ce narcotrafic. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte dans l'analyse de la situation sécuritaire au Mali. Donc c'est ces 3 phénomènes parfois imbriqués qui donnent le cocktail explosif qu'on a aujourd'hui au Mali, qui fait que la situation sécuritaire est extrêmement préoccupante et reste extrêmement préoccupante depuis 2012, comme l'a rappelé Fatoumata. Maintenant, si on revient aux origines de la crise, je pense qu'on pourrait parler probablement pendant une heure, mais pour simplifier les choses, je pense que la situation caractérisée par le retrait de l'État des régions du Nord, l'installation de groupes armés terroristes. Alors si vous me demandez c'est quoi l'origine, bon, on va pas refaire l'histoire ici, mais globalement on a des groupes qui sont arrivés sur un territoire qui était faiblement contrôlé par l'État.
le retour de l'État a aggravé cette situation sur le terrain, puisque les populations, quelque part, ne se sentant pas protégées, ont mis en place des mécanismes d'autodéfense. C'est les premières formes de groupes d'autodéfense, avant même les groupes d'autodéfense qu'on voit émerger dans le centre du pays. D'accord. Alors, Fatoumata Maïga, pourquoi ces gens-là échappent au contrôle total de l'État? Bon, c'est dû surtout à la mauvaise gouvernance, parce que la plupart de ces hommes-là se sentent lésés dans leurs droits. Donc, du coup, ils se sont révoltés et ils veulent coûte à coûte avoir des droits sur le territoire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est dû au chômage, comme je l'avais si bien dit. Il n'y a pas de travail. Les jeunes là sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, il faut avoir quelque chose, un pain de grain. Donc, ces gens qui passent des journées s'asseoir au grain, quand quelqu'un leur propose 100 000 francs, 200 000 francs en une journée pour une activité, ils n'hésiteront pas à s'adonner à cette activité. D'accord, vous avez parlé tout de suite de l'absence de l'État, notamment en ce qui concerne le développement et le travail de jeunes. Aujourd'hui, on constate le retrait des administrateurs civils dans certaines zones du nord du pays. Exactement. Est-ce que cela ne va pas encore favoriser l'implication des jeunes dans ces groupes armés? Mais bien sûr, effectivement, bien sûr. Il faudrait que l'État l'État prend ses responsabilités dans certaines localités. Même par exemple, vous avez remarqué, c'est tout récemment que dans la région de Gao, au niveau de Lamzanga, c'est tout récemment que les militaires sont retournés là-bas. Alors qu'il y avait eu des exactions là-bas. Même au niveau d'Ansongo, il y avait un éleveur qui a été violenté cruellement dû à l'absence de ces armées-là. Donc je crois que le gouvernement doit déployer des efforts pour que les forces de défense et de sécurité doivent être dans ces localités-là. Au sud du pays, la présence des djihadistes est signalée dans les régions de Sikasso, de Koulikoro, notamment dans la zone de Mourdia, cercle de Nara et celle de Colonie, cercle de Yamfolila. Nous allons écouter tout de suite les réactions de ces autorités de ces zones-là. Il y a un hameau de Naoulela qui s'appelle Nyongorola. Donc, il y a un grand trou là-bas. Le nombre dans le trou, c'est plus de 300 touristes dans le trou. Il y a 4 jours de cela, on nous a informé. On a dit que ces gens-là ont été aperçus entre Naoulela et il y a un autre hameau qui s'appelle Samana. Donc, ils quittent Samana pour se diriger vers Mourja. Ils voulaient, coûte que coûte ces jours-là, attaquer Mourja. Chacun a laissé son domicile pour aller se coucher ailleurs. Vraiment, leur présence, ça provoque la panique ici. Ils n'ont pas répondu à notre appel jusqu'à présent, parce qu'ils disent qu'ils ont entendu, mais jusqu'à présent, on n'a personne vu dans la forêt dire qu'il y a une patrouille qui est venue chasser les gens. Au contraire, ce sont nos chasseurs qui sont armés, qui font toujours la patrouille. Tout le monde est sur le qui-vive. Les autorités militaires ou bien, je ne sais pas, la gendarmerie, la police, on n'a personne vu d'aborder. Mahamadou Diouara, est-ce que les djihadistes veulent occuper vraiment tout le Mali? Bon, vous savez, le projet des groupes extrémistes violents, c'est celui de prendre du territoire, c'est celui de contrôler, d'anéantir l'influence de l'État et de pouvoir imposer leur volonté. Il ne faut pas espérer qu'ils puissent se priver d'un quelconque espace tant qu'ils ont les moyens de l'occuper. Ça, c'est très évident. Maintenant, la présence de ces groupes dans le sud du pays, c'est quelque chose qui était prévisible. C'est quelque chose qui a été annoncé par plusieurs études, par plusieurs acteurs qui ont dit que ce groupe terroriste était en train d'évoluer. Vous vous rappellerez qu'en 2012, l'hostilité s'arrêtait à Konna. Depuis 2012, on a pris le reste de la région de Mopti. On a pris la région de Ségou. Il ne reste plus que Ségou et peut-être le cercle de sang. J'ai dit cercle de sang. En fait, Ségou, Fana, pour venir vers Bamako. Tout le reste, il est moyennement occupé par les groupes terroristes. Même dans la forêt de la Faya, on avait les terroristes à un moment donné. Ça a même commandé une opération spécifique pour les dégager. Et quand on prend la zone, et je crois que Ibrahim a bien fait de parler de cette bande allant de Nara, n'est-ce pas, jusqu'au Grand Nord, où il y a une tension permanente qui est présente et l'armée est en alerte maximale. Dans d'autres localités, il y a de la préparation qui est là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit aujourd'hui dans les régions du Sud, c'est ce qu'on avait vu dans le centre.
En son temps, l'État avait nié. Les acteurs qui devaient prendre la responsabilité avaient nié. Et en disant qu'on était alarmiste, ainsi de suite. Mais on a vu comment les choses ont évolué. Donc il est clair que le projet des groupes terroristes, c'est de prendre le contrôle de tout le Mali. Alors, quelle pourrait être la suite de cette progression des groupes djihadistes vers le sud du pays? Il n'y a pas 36 000 suites. Il y aura des attaques fortes contre les forces de défense et de sécurité dans ces zones. Si ces attaques se soldaient par une victoire par les groupes, une victoire à la faveur de ces groupes extrémistes violents, eh bien la suite peut être l'occupation de ces régions et le retrait de l'État. Parce que ce n'est pas en 2012 que l'État a quitté, qu'on appelle ça les sous-préfectures du centre, de Mopti et de Ségou. Non, c'est face à la pression terroriste que les sous-préfets et l'administration ont quitté beaucoup de localités du centre du pays. Donc le même phénomène qui s'est passé là-bas risque de se reproduire de l'autre côté. La conséquence, c'est que comme dans le centre, eh bien dans ces régions du sud aussi, il y a des conflits importants entre les communautés sur les moyens de production, sur les mécanismes d'exploitation des richesses locales et sur des enjeux politiques. Donc une fois que l'État va être contraint de se retirer par la pression de ces groupes terroristes, eh bien les conflits locaux vont s'exacerber. Déjà, nous savons aujourd'hui que dans le cadre de la prolifération des armes légères et de petit calibre, la région de Kaï et la région de Koulikoro sont intensément concernées par ces armes. Il y a des armes qui rentrent dans ces zones-là en provenance de la Mauritanie, d'autres en provenance de la zone du Sahara occidental, mais également on a des armes qui rentrent, n'est-ce pas, à partir de nos États voisins. Donc le trafic a changé de sens. Et quand le trafic change de sens, ça veut dire que des enjeux économiques sont identifiés ailleurs et que quelque chose se prépare. D'accord. Ibrahim Maïga, quelque chose se prépare. Qu'est-ce qui pourrait motiver le choix de ces zones-là, de Koulikoro et de Sikasso? Je pense que le processus que Diawara décrivait à l'instant est celui qui caractérise le mieux en réalité la stratégie adoptée par ces groupes armés, qu'on peut qualifier de stratégie de petits pas. Ils progressent lentement, avec parfois des attaques sporadiques sur les postes des forces de défense et de sécurité, des opérations de harcèlement pour tester aussi la résistance et la résilience des forces de défense et de sécurité, avant de passer à une autre étape qui peut consister soit à occuper de façon provisoire le terrain ou de façon permanente le terrain. Dans un premier temps, comme on l'a vu dans d'autres espaces, je crois que l'objectif n'est pas d'occuper de façon permanente ces espaces-là. Ils savent qu'ils n'en ont pas la capacité, ils ne sont pas en nombre suffisant pour occuper autant de territoires en même temps. Ils vont probablement se concentrer sur les enjeux les plus importants, mais c'est aussi une façon de détourner aussi l'attention des acteurs qui est pour l'instant focalisée sur le centre et le nord du pays. Donc ces attaques ont des objectifs militaires clairs pour les groupes armés terroristes. Donc je crois que on peut considérer que les gens sont alarmistes en mettant en avant ces faits-là, mais je crois qu'il faut surtout être vigilant. Ces événements aussi doivent alerter les forces de défense et de sécurité, doivent alerter les autorités. Vous parlez d'alerte des autorités. Est-ce que cette progression des djihadistes est due à la faillite de renseignement? Vous savez, en termes de renseignement, il y a plusieurs étapes. Le tout n'est pas d'avoir l'information ou le renseignement, il faut savoir l'exploiter. Et donc très souvent, on met la faute sur les officiers qui se chargent de collecter l'information, qui se chargent de collecter le renseignement. Mais une fois que vous avez le renseignement, il y a des autorités qui prennent les décisions. Et donc si vous n'avez pas des autorités réactives, si vous n'avez pas des autorités qui s'inscrivent dans une vision un peu plus moyen-long terme, vous risquez d'avoir des actions court-termistes qui ne vont pas nécessairement aider à prévenir la situation que vous redoutez. Donc, moi, je ne porterai pas de jugement hâtif sur les capacités de nos services de renseignement. On sait que c'est des capacités limitées, mais moi, j'ai toujours dit et considéré que la première source d'information, c'est le renseignement humain. Vous venez d'entendre, le dernier intervenant disait tout à l'heure qu'ils ont informé les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, mais aucune réaction. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette non-réactivité des autorités militaires?
Plusieurs choses, c'est ce que je disais tantôt. Je crois le tout n'est pas d'avoir l'information. On a l'information, ensuite il faut l'analyser, ensuite il faut prendre des décisions. Et les décisions ne sont pas toujours prises par ceux qui sont sur le terrain, par ceux qui voient le danger venir, par ceux qui sont confrontés au premier chef ou en premier lieu à la menace. Analyser tout ceci, est-ce qu'on ne croit pas ceux qui donnent, on ne croit pas aux gens qui donnent l'information, ou parce que c'est le système qu'il faut faire? Ce n'est pas nécessairement un manque de confiance. Souvent, c'est aussi lié au fait que le dispositif sécuritaire est aussi sous tension au Mali. C'est-à-dire que les capacités des forces de défense et de sécurité ne correspondent pas à la dynamique et à l'intensité de la menace. Les menaces sont importantes au Mali, et donc nous n'avons pas les capacités suffisantes pour réagir ou pour répondre à toutes ces menaces-là. Donc il y a aussi des arbitrages et des décisions à prendre parfois qui sont douloureuses, qui conduisent à privilégier telle ou telle zone, telle ou telle action, telle ou telle opération au détriment de telle ou telle autre zone. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut aller au-delà de la réponse militaire. Il faut voir au-delà de la réponse militaire. Ce qui est remis en cause dans ces localités-là, ce n'est pas tant la présence des forces de défense et de sécurité. Ce qui facilite la pénétration de ces groupes-là, ce qui facilite leur implantation, c'est aussi parfois les mauvaises relations entretenues entre l'État et les populations. C'est ce qui favorise l'implantation des groupes. Parce que si vous avez une population qui collabore avec les forces de défense et de sécurité, si vous avez une population qui est réfractaire aux messages véhiculés par ces groupes armés terroristes, ils vont peut-être s'installer un jour, mais ils auront du mal à rester sur zone pendant un laps de temps relativement long. D'accord. Fatoumata Maïga, la présence des djihadistes au sud du pays est-elle négligée? Non, je ne pense pas. Le fait que depuis, ils ont commencé par le nord, au centre, et maintenant vers le sud, je pense que ce n'est pas à négliger. Il faut prendre des précautions radicaux pour vraiment éradiquer ces choses-là. D'accord. Si je peux me permettre, oui, je pense qu'on a à tour de rôle parlé de l'absence de l'État dans certaines localités qui est un facteur évident d'implantation de ces groupes-là, et un facteur qui facilite aussi le travail à ces groupes-là. Mais je crois qu'il faut aussi parler de la mauvaise présence parfois de l'État. C'est aussi important, sinon plus important parfois que l'absence. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'être présent dans un territoire pour parler de gouvernance. On peut être présent sans gouverner un espace. Donc je crois que c'est un élément aussi à prendre en considération. Donc il y a d'une part certaines opérations qui sont facilitées par l'absence de l'État dans des localités précises. Et de l'autre côté, vous avez aussi des actions qui sont facilitées ou des opérations qui sont facilitées par la mauvaise présence de l'État. Ce que je disais tout à l'heure, c'est cette mauvaise présence de l'État qui entraîne des frustrations, mais aussi des différends entre les communautés, parfois les communautés locales et les représentants de l'État. D'accord. Mahamadou Diawara, la présence des forces armées rassure-t-elle les populations? Bon, quand on s'appuie sur les études qui ont été faites à plusieurs niveaux, on voit que dans beaucoup d'études, eh bien, dans certaines localités, les populations elles-mêmes demandent le départ des forces de défense et de sécurité. Et on voit également que la relation entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales, notamment la jeunesse, ne sont pas toujours des relations copain-copain. On a vu l'exemple à Kaï, comment ça s'est passé. Mais avant ça, je me rappelle qu'une étude qu'on avait faite dans la zone de Ségou, principalement dans la zone de Monimpe, amené, en fait, dans les recommandations, les populations demandent carrément le retrait de la gendarmerie. Donc ça, c'est des cas concrets qui ont été observés. Vous verrez dans d'autres localités aussi des tensions fortes qui existent entre les forces de sécurité et les populations locales. Et je pense que tout cela s'explique par quelques éléments que Ibrahim a bien développés. Premièrement, la mauvaise présence de l'État. Cette mauvaise présence, c'est à travers l'attitude de l'État. C'est à travers la capacité de l'État à prendre en charge effectivement les problèmes des gens sur place et à les gérer de façon, on va dire, relativement équitable ou juste, dans une certaine mesure, parce que la justice est toujours relative à mon avis, mais quand même dans une certaine mesure. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément qui est important dans la présence de l'État, c'est que l'État soit, on va dire, à l'écoute des populations. Parce que, comme il l'avait expliqué, à un moment donné, les populations ont mis en place des mécanismes d'autodéfense.
et pendant que l'État était absent. Quand l'État est revenu, la conjugaison avec ces mécanismes d'autodéfense n'a pas toujours été intéressante. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement pris en compte cela. Très généralement, on a essayé même de les voir des mauvais yeux, alors que c'est peut-être un potentiel qui aurait pu être capitalisé. Qui les voit des mauvais yeux, c'est l'État ou c'est les populations? Bon, on va dire l'État. L'État a vu généralement ces dynamiques d'un mauvais œil. Et ce n'est pas seulement dans le domaine militaire. Hein. Je vous cite un exemple. En 2012, quand, avec l'action de Cris de Cœur, on avait amené des médecins et des infirmiers volontaires à Gao pour prendre l'hôpital, au moment où l'État est revenu, il y avait tout un conflit qui s'était créé entre ces volontaires qui ont tenu les lieux avant le retour de l'État et les médecins de métier envoyés par l'administration dans la région. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas véritablement pensé la chose avant de revenir et voir les points par lesquels on peut intégrer ce qui est intégrable et puis avoir une synthèse avec les populations. Donc ça, ce sont des éléments qui me semblent des erreurs d'approche de l'État sur le terrain et qui favorisent. Et en toile de fond de tout ça, et je pense que c'est important qu'Ibrahim l'ait soulevé, en toile de fond de tout ce problème, en réalité, on a une crise de gouvernance. Cette crise de gouvernance a cumulé un nombre extrêmement important de frustrations, et plus que la frustration, le désespoir, parce que les gens ne croient plus en la possibilité d'avoir la justice par les voies légales, au niveau local. Les gens ne croient plus en la crédibilité de ceux qui les gouvernent et au fait que ceux-ci puissent prendre une décision vraiment fondée sur la vérité ou sur la loi. Donc quand l'espoir disparaît et que les frustrations s'accumulent, dès lors qu'on sent une moindre faiblesse de l'État, eh bien, on saisit l'alternative. Donc ça, ce sont des éléments qui me semblent des questions importantes à prendre en compte. Okay. Le sommet de Nouakchott a réuni le chef d'État du G5 Sahel et du président français hier. Quelle analyse faites-vous des conclusions de cette rencontre, Fatoumata Mega? Bon, par rapport au sommet d'hier, je pense qu'il y a eu un grand pas. Après la conférence de Pau en France, il y a eu un grand pas par rapport aux forces armées de sécurité, et puis la relation entre les forces armées de la sécurité et puis le Barkhane. Donc il y a eu un rapprochement entre ces deux-là, on a constaté ça. Il y a eu aussi, au niveau du Sahel, bien vrai qu'il y a eu un impact, parce que quand on constate le Sahel, Burkina, Niger et le Mali, il y a eu encore une dégradation sur les djihadistes sur les territoires du Sahel. Ça, le constat a été fait. Donc maintenant, ce qu'on peut constater et qu'on peut retenir de ce sommet, c'est que malgré les différentes rencontres qui ont été liées, c'est qu'on peut retenir, les chefs d'État peuvent retenir de la sortie de cet sommet. C'est vraiment comme pour l'avenir, avoir vraiment encore... Ibrahim Maïga, est-ce que ces conclusions sont-elles convaincantes pour venir à bout du terrorisme au Sahel? Vous avez un communiqué généralement qui sanctionne la fin d'un sommet ou d'une rencontre internationale. Il est généralement pas long. Il est écrit en des termes très généraux. Donc, ce n'est pas dans ce communiqué que vous aurez les solutions à la situation sécuritaire au Sahel. Mais je pense qu'il est important de rappeler peut-être 3 éléments. Le premier, c'est que ce sommet, le sommet de Nouakchott, revêtait un enjeu symbolique pour le président français, mais aussi pour les présidents sahéliens. Pourquoi pour le président français? D'abord parce qu'en janvier de cette année, il a invité ses pairs sahéliens du G5 à venir à Pau pour clarifier les positions par rapport à l'engagement français dans le Sahel, mais aussi pour explorer les pistes d'amélioration dans le combat contre le terrorisme au Sahel. Donc ça revêtait un enjeu symbolique en ce sens que le président français voulait éviter coûte que coûte que le sommet de Pau ne soit qu'un moment, ou n'apparaisse qu'un moment. Donc il fallait un suivi des engagements qui ont été pris à Pau. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir de ce sommet, c'est que c'est un sommet extraordinaire, ce n'est pas un sommet statutaire. Mais pour un sommet extraordinaire, j'ai trouvé qu'il y avait quand même
un certain nombre d'éléments intéressants à regarder de près. La participation de dirigeants au-delà du président français. Vous aviez la présence du président du Conseil d'Espagne. Vous aviez par visioconférence Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. On avait aussi Angela Merkel et d'autres. Donc je crois que ça montrait toute l'importance de la situation et toute la gravité de la situation dans le Sahel. Nous allons d'ailleurs écouter tout de suite la réaction du président français Emmanuel Macron et nous allons revenir. Nous sommes convaincus que la victoire est possible au Sahel et qu'elle est déterminante pour l'équilibre en Afrique et en Europe. Nous sommes en train d'en retrouver le chemin grâce aux efforts qui ont été faits ces 6 derniers mois. Nous avons beaucoup réorganisé les choses. Nous avons amélioré notre efficacité dans la lutte contre le terrorisme, mieux partagé l'information, réussi le centre unique de coordination à Niamey et eu des résultats spectaculaires, en particulier dans les dernières semaines. Dans la région des 3 frontières, des zones ont été reprises aux groupes terroristes. Les armées se redéploient. Le rapport de force a été inversé. Emmanuel Macron a souligné des progrès dans la lutte contre le terrorisme. Il parle également de résultats spectaculaires ces dernières semaines. Avez-vous fait le constat au Mali, Mamadou Diawara? Bon, vous savez, je pense que Ibrahim Maïga a bien raison de dire que le communiqué à la fin d'un sommet n'est pas celui dans lequel on va trouver les réponses. Je ne pense pas que le rapport de force ait été véritablement inversé, honnêtement. Au regard de tout ce que l'on sait, je ne pense pas que le rapport de force ait encore été inversé. Par contre, il y a eu des opérations qui ont eu lieu et je pense qu'aujourd'hui, la menace terroriste, elle est en train de progresser, contrairement à ce que les gens veulent bien nous faire croire. Et le sujet dont on a parlé tout à l'heure en est l'une des illustrations. Les terroristes sont en train de progresser dans le sud du Mali. Quand on regarde au Burkina, la menace terroriste est encore intense. Quand on regarde au Niger, elle est intense. Et d'ailleurs, les pays de la côte commencent à être touchés. Donc ça va au-delà même du Sahel tel que défini préalablement. Donc dire aujourd'hui que le rapport de force est inversé, pour moi, ça ne va pas dans le sens, en tout cas, de ce que nous pouvons observer. Selon Macron, dans la zone des 3 frontières, des zones ont été repris au groupe terroriste. Certains observateurs se demandent d'ailleurs si c'est le cas, pourquoi on assiste à une intensification des groupes sur la bande sahélo-sahélienne dont vous parlez tout de suite. Non, mais justement, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que les groupes terroristes, comme Ibrahim l'a dit, savent qu'ils ne peuvent pas gouverner un territoire aussi vaste. Le Sahel, il n'y a déjà pas un État qui gouverne autant. Même les États comme le Mali qui ont un vaste territoire, ils ont du mal à être présents. Ils savent cela. Leur objectif, c'est vraiment de se concentrer sur les enjeux stratégiques pour eux. Et généralement, ils viennent, ils frappent, ils repartent. Et pour le moment, quand on fait la somme de l'ensemble des incidents, de l'ensemble des attaques qui ont eu lieu, sur l'ensemble, eh bien, les groupes terroristes remportent la majorité. Et le nombre de morts qu'on peut enregistrer au sein des armées maliennes, burkinabées et nigériennes, mais c'est énorme, c'est extrêmement considérable. Donc, quand on regarde aujourd'hui sur un autre plan, la progression territoriale des zones dans lesquelles ils ont la capacité de frapper des positions militaires et de se retirer, cet espace territorial est en train d'augmenter. Elle est en train d'évoluer. Est-ce que vous voyez? Et partout où ils passent, ils ont aussi la capacité de recruter parmi les populations locales. Donc ça veut dire que leur capacité, je veux dire, d'enrôlement et de mobilisation, qu'on appelle ça, dans leur combat, aussi connaît des progrès. Donc quand on évalue tout ça, je ne vois pas comment on peut objectivement dire que le rapport de force s'est inversé. Ibrahim Maïga, le Mali a-t-il réellement une politique de lutte contre le terrorisme? Oui, le Mali a une politique de lutte contre le terrorisme. Le Mali a d'ailleurs plusieurs plans d'action, plusieurs politiques, plusieurs stratégies si on veut. Mais les stratégies ne font pas tout. Peut-être pour revenir rapidement sur ce que Diawara disait, je pense qu'effectivement dire que le rapport de force est inversé paraît quelque part anachronique quand on regarde la situation de près. On a le sentiment que la situation continue à se détériorer, comme je l'indiquais en début d'émission. On a enregistré entre janvier et juin de cette année près de 500 morts civils dans le centre du pays, ce qui est énorme.
Donc je ne pense pas qu'on soit, dont la moitié d'ailleurs est attribuée aux milices, aux groupes d'autodéfense, à des groupes armés, et l'autre moitié aux forces de défense et de sécurité. Donc c'est des accusations qu'il faut encore confirmer, mais voilà, le constat est là. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire que la situation s'est améliorée et que le rapport de force s'est inversé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Macron n'est probablement pas dans le même registre que nous. Macron est dans un registre beaucoup plus politique, beaucoup plus diplomatique. Les indicateurs de Macron, du président français, sont différents des indicateurs d'un analyste sur les questions de sécurité ou d'un citoyen au Mali. Donc il faut aussi le comprendre. L'objectif n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais il faut comprendre que nous n'évoluons pas dans les mêmes registres. C'est parfois des registres très différents. Maintenant, je pense que ce qui est ressorti aussi de ce sommet, Macron l'a rappelé lui-même, il a rappelé quelques évolutions positives qui ont été tout de même observées au cours des 6 derniers mois, qu'il faut peut-être rapidement rappeler. Il a parlé de la coordination entre la force conjointe du G5 Sahel et l'opération Barkhane. Pendant très longtemps, les populations, mais surtout les officiers, militaires se plaignaient du manque de partage d'informations, du manque de coordination entre Barkhane et les forces armées déployées sur le terrain. Donc c'est un acquis, certes modeste, quand on regarde la situation d'ensemble, mais qu'il faut souligner. L'autre élément qu'il faut aussi rappeler, peut-être, c'est le retour, comme Macron le disait, d'un certain nombre d'acteurs ou de forces de défense et de sécurité dans leur position. Je pense qu'il fait référence probablement à Inates, à Labzanga et autres. Mais si on regarde de près, comme Diwara l'a rappelé, les groupes ne sont pas dans une posture d'occupation permanente du territoire. Donc cela aussi doit être relativisé. Fatoumata Maïga, est-ce que l'opérationnalisation de la force Takuba annoncée pour l'été 2020 va-t-elle contribuer à renverser le rapport de force? Oui, je crois que oui. Avant de continuer, je vais ajouter un aspect aussi par rapport à ce que l'autre a dit, Macron a dit. Il y avait aussi l'aspect économique qui a été dû, à la pandémie Covid-19 qui a été souligné. Aussi, on constate déjà le pays sahélien, Niger, Burkina et autres là, sont déjà affaiblis. Ils sont déjà affaiblis par cette pandémie. Donc, pour répondre à ta question maintenant, l'opération Takuba, je pense que depuis un moment donné, la proposition a été faite, mais l'opérationnalisation n'a pas été faite jusqu'à présent. Donc, si en 2020-2021, si on arrive à mettre en pratique cette Takuba, comme on l'a dit, je pense que ça peut améliorer la situation sécuritaire dans le Sahel. D'accord. L'opération Takuba, l'opération Barkhane, G5 Sahel, les forces armées maliennes, l'aménissement, est-ce que tous ces pays, tous ces djihadistes, les djihadistes sont-ils plus nombreux et que toutes ces forces réunies au Sahel? Merci beaucoup. Je pense d'abord que la question n'est pas une question de nombre. Déjà, c'est important de préciser ça. Deuxièmement, l'efficacité ne tiendra pas du nombre d'armées ou du nombre de groupes présents sur le terrain. L'efficacité tiendra d'une coordination vraiment efficace entre toutes les forces présentes. Et cette coordination doit résulter d'une politique commune de lutte contre la menace sécuritaire qui fixe des objectifs harmonisés, qui fixe des axes stratégiques d'intervention qui sont très clairs et qui, qu'on appelle ça, prend en compte, qui arrive à capitaliser toutes les forces disponibles pour les orienter dans l'atteinte des mêmes objectifs. Mais aujourd'hui, on n'a absolument pas le sentiment que l'ensemble de ces forces visent les mêmes priorités. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes démarches, et on peut ajouter Takuba, on peut ajouter d'autres forces au G5 Sahel, aux différentes armées et à la force conjointe des trois frontières, parce qu'il y a eu des tentatives d'harmonisation de l'action entre les trois pays dans la zone des trois frontières. Tout cela, je crois que ça consiste plus à éparpiller nos énergies et nos forces qu'à lutter effectivement. Parce que en toile de fond de cette crise, comme on l'a dit, la réponse n'est pas que militaire.
La réponse est aussi sur d'autres dimensions. Et ces autres dimensions, si elles ne sont pas prises en compte de façon harmonisée avec la dimension militaire, eh bien, les efforts vont être jetés à l'eau. On peut avoir des actions spectaculaires, certaines réponses ponctuelles, mais on n'aura pas les résultats dont on a besoin sur la situation de façon générale. D'accord. Ibrahim Maïga, Fatoumata Maïga parle tout de suite que les réponses de lutte contre le terrorisme doivent être améliorées. Comment les améliorer? Okay, peut-être juste une petite précision. Je pense que les forces que vous avez rappelées n'ont pas les mêmes mandats. Donc c'est important aussi de le préciser. C'est vrai que dans l'absolu, on a un grand nombre d'acteurs qui interviennent sur le terrain, mais qui n'ont parfois pas les mêmes mandats, des mandats complémentaires, voire parfois des mandats qui se ressemblent. Les acteurs parfois marchent sur les pieds. C'est un élément important à rappeler. Par rapport à la question, je crois que effectivement le constat est clair, c'est-à-dire on a besoin de réponses qui soient améliorées qualitativement et pas uniquement quantitativement. On n'a pas besoin de plus de réponses, forcément. On a besoin d'améliorer les réponses que nous avons. Et je suis assez d'accord avec ce que Djiwara disait par rapport à la dispersion. Il faut éviter de se disperser. Et je crois qu'il y a des dynamiques importantes qui se passent au niveau géopolitique dans le Sahel, mais il est important de se concentrer sur les enjeux nationaux parfois. Je pense que la première chose qui explique, ou le premier élément qui explique la difficulté de voir des réponses aboutir, c'est que nous avons au cours des dernières années assisté à l'élaboration de réponses qui ont précédé souvent la compréhension des dynamiques, ou la compréhension des phénomènes qu'on souhaite combattre. Ça, c'est un premier défi. Je crois que le deuxième point sur lequel il faudra insister au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, Macron l'a à peine effleuré dans son discours, c'est la question de la lutte contre l'impunité. Je crois que ça ne doit pas rester entre les mains des Français ou même dans le discours de Macron. Il faut que les pays sahéliens le portent. Il faut que les chefs d'État sahéliens le portent. La lutte contre la stigmatisation, contre l'amalgame et la lutte enfin contre l'impunité. Le troisième élément qui me semble important de rappeler, c'est quand même que les réponses ont souvent souffert du manque de séquençage. Djiwara rappelait les opérations ponctuelles qui sont menées par les forces armées sahéliennes, mais aussi par la force Barkhane. Vous avez effectivement des opérations qui produisent parfois des résultats. Débandade de groupes armés terroristes en face, dispersion de ce groupe. Par contre, une fois que l'opération prend fin, une fois que les forces armées sahéliennes se retirent, la même zone est réinvestie par ces groupes-là. Donc il faut de la cohérence. Mais je pense que, pour terminer là-dessus, je crois qu'il faut aussi plaider pour un meilleur séquençage des actions. C'est-à-dire, on a parlé de la sécurité, mais il y a aussi à côté de ça le développement, à côté du développement, la gouvernance. Il faut qu'il y ait un ensemble d'actions complémentaires qui se déroulent. Malheureusement, le problème, la difficulté majeure de mon point de vue qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité des chefs d'État sahéliens à voir au-delà de leur mandat, malheureusement. Fatoumata Maïga, où en sommes-nous avec la collaboration des populations et les forces de sécurité? Bon, par rapport à ça, il y a je peux dire, il y a une avancée par rapport à ça. Sinon, avant, il y a une grande méfiance entre les forces de défense et de sécurité et la population. Mais grâce aux rencontres, au dialogue communautaire qui se fasse de jour en jour, la population arrive à collaborer avec les forces de défense et de la sécurité. Mamadou Djiwara, face à cette montée des djihadistes, quelle réponse efficace l'État doit-il adopter? Alors, je pense que l'État je pense que Ibrahim a eu raison de soulever cette question, c'est-à-dire la construction des réponses avant une compréhension effective de la situation a entravé considérablement. Aujourd'hui, on doit faire une mise à jour. L'État doit faire une mise à jour vraiment des politiques et stratégies en matière de défense et de sécurité pour qu'on puisse avoir vraiment un viseur dans lequel l'ensemble des actions seront engagées. Tant qu'on n'a pas une claire conscience de ce que nous voulons combattre, de comment il faut procéder pour y arriver, on ne pourra pas faire une exploitation optimale et efficace des forces qu'on a et des ressources dont on dispose. Je pense que la priorité pour l'État, c'est vraiment de créer les conditions pour que, avec l'ensemble de ces acteurs, on ait ensemble une lecture commune de la situation, une priorisation
visualisation effective des enjeux et qu'on puisse mettre en œuvre les actions qu'il faut dans ce sens avec tous les moyens dont on dispose. Merci. Malheureusement, on n'a plus le temps. L'État doit faire une mise à jour des mesures de lutte contre le djihadisme. C'est sur ce thème que se referme ce débat. Merci à nos invités Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité, Mohamedou Adjouara, directeur du cabinet Gaïa, et Fatoumata Idrissa Maïga, chargé de programme paix et sécurité à Wildaf, membre du vivier PLF. À la mise en onde, Mamadi Keita, régie vidéo, Piting Diara. À la présentation, Imrana Kilo Maïga, avec une coordination de Mohamed Touré. À demain pour d'autres numéros. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.